à toutes et à tous, ravie de vous retrouver ici en Business Stage pour cet après-midi de conférence. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien mangé et que vous êtes d'attaque pour cette première conférence Human. Alors avant de commencer, je vous invite, cette conférence étant un peu interactive, je vous invite à poser vos questions sur l'application sparkup.live qui s'affiche derrière. Voilà, je choisirai certaines questions au fur et à mesure, sachant que les questions les plus likées sur l'application remonteront en premier. Donc vraiment, n'hésitez pas à participer sur l'application et également à tweeter avec le hashtag MadiKeynote. Alors, les entreprises s'apprêtent à changer le monde ou pas. Entreprise à impact, entreprise responsable, est-ce que c'est un vrai changement de paradigme ou un simple vernis à gratter? Pour répondre à cette question, j'ai la chance d'avoir à mes côtés aujourd'hui trois personnalités qui s'y connaissent très très bien sur le sujet. Emmanuelle Duez, fondatrice de la compagnie by Boson, Adrien Courret, directeur général du groupe Massif, et Rafi Aladjian, cofondateur de MoralScore. Bonjour à tous les trois. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour aborder ce sujet. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, qui ne connaissent pas forcément le sujet, la RSE, c'est la responsabilité sociale ou sociétale d'entreprise. Ça représente en fait l'intégration volontaire pour les entreprises de paramètres écologiques et sociétaux à leur manière de fonctionner. Donc, ça va comprendre par exemple la mesure de l'impact environnemental, la lutte contre la corruption, favoriser la diversité. Voilà, ça englobe énormément de choses. Pourtant, aujourd'hui, il y a seulement 30% des entreprises, alors toute entreprise confondue, toute taille confondue, qui ont mis en œuvre de réelles actions RSE, mais 7 entreprises sur 10 disent être prêtes à le faire, en tout cas vouloir s'engager. Alors, comment on explique justement que le principe d'entreprise responsable a évolué ces dernières années? Comment on en est arrivé là? Adrien? Oui, bonjour à tous. C'est vrai que la question, elle se pose particulièrement aujourd'hui, mais on peut se souvenir qu'il y a 10 ans, on a aussi eu une vague en faveur de la RSE. Ce qui caractérise le moment présent, c'est que la société pousse. En particulier parce qu'il y a une hyperconnexion de plus en plus importante de tous les citoyens. Aujourd'hui, plus personne n'échappe à un feu de forêt en Australie, à un océan de déchets plastiques qui est quelque part sur la planète. Et ça, c'est un autre effet qui est très important, c'est qu'on est de moins en moins compartimenté entre je suis un citoyen, je suis un consommateur, je suis un salarié. On a envie de construire une cohérence très forte. Donc le mouvement de base, il vient de la société, il vient de la prise de conscience que permettent les médias. Après, les entreprises suivent, certaines font une adaptation tactique, d'autres plus sincères. Mais je pense que c'est ce dont on va parler lors de la table ronde. Rafi? Oui, je pense que le vrai moteur, c'est une attente des consommateurs. C'est surtout ça qui tire, parce que même si la RSE existe depuis une dizaine d'années, elle était un peu formelle, c'était quelque chose qu'on faisait, ça s'appelait un rapport extra-financier, et ça se jouait entre une entreprise, surtout cotée, et ses financeurs. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus sérieux parce que c'est tiré directement par le comportement des consommateurs. Et je crois qu'à la base, il y a eu un bouleversement dans l'environnement informationnel. C'est que pendant longtemps, on a vécu dans des entreprises qui étaient un peu des boîtes noires dont on ne savait pas grand-chose, ou alors des entreprises qui étaient souvent fascinantes, c'est-à-dire dans le domaine de la technologie, où on avait des boîtes qui fascinaient et tout ce qu'elles proposaient était tellement merveilleux qu'on ne se posait pas trop la question de savoir combien un chauffeur Uber était payé ou comment ce qui se passait dans les data centers d'Amazon. Petit à petit, d'une part, le merveilleux s'est banalisé, donc on a commencé à regarder un peu comment ces choses-là étaient faites. Et puis il y a eu des phénomènes comme Wikileaks, comme Snowden, et puis les réseaux sociaux de manière générale, qui ont fait que l'information est sortie, que dire des choses est devenu une habitude, et donc le doute a été instillé chez le consommateur qui se dit finalement on m'a raconté des histoires pendant longtemps, qu'en est-il exactement? Donc à la base il y a quand même une révolution de l'information. Alors peut-être qu'aujourd'hui on tombe dans le travers inverse, qui a trop d'informations, qu'on dit tout et son contraire, qu'on est dans des bulles d'informations.
Et ce que nous faisons chez Moral Score, c'est avant tout ça, c'est-à-dire que chez Moral Score, on essaye de résumer quel est le niveau éthique ou l'engagement éthique d'une entreprise en prenant en compte tout ce qui a été dit par tout le monde sur le sujet. On fait avant tout un travail de synthèse, justement, de ce brouhaha informationnel qu'il y a autour des entreprises. Alors justement, Rafi, vous parliez de tout justement ce brouhaha, cette communication à outrance. On en avait discuté justement avec Emmanuel. Alors Emmanuel, est-ce que toute cette communication dessert le propos aujourd'hui ou vraiment ça va dans le bon sens ? Pour faire le pont entre la première et la deuxième question, je pense qu'en effet, ce qui a changé considérablement et qui provoque cette époque très vocale, c'est le fait que les hommes et les femmes ont changé. Alors c'est un complément de réponse un peu sociologique et anthropologique, mais Michel Serres avait coutume de dire que c'est pas le sujet de la énième révolution technologique ou économique. En réalité, on vit une révolution anthropologique au sens où les hommes et les femmes que nous sommes mutons considérablement, le thème c'est la mutation, dans notre rapport au temps, à l'autre, à l'espérance de vie, et donc aux organisations qui sont finalement des micro-sociétés, à l'image de la grande société humaine qu'on représente. Et qu'aujourd'hui, il est compliqué de s'extraire d'une réalité partagée. On consomme 1,7 planète par an. On le sait, quand on a 30 ans et qu'on fait des enfants, on se pose des questions existentielles sur la responsabilité qui est la nôtre. Et je crois que dans le rapport qu'on a à l'entreprise, dans l'entreprise, on vit plus qu'on travaille aujourd'hui, on y passe un temps hyper important. Finalement, ce rapport à l'entreprise, il s'augmente avec cette information et cette conscience, puisque finalement, comme je m'engage, je suis. Et donc, choisir de travailler pour une entreprise, choisir de consommer, c'est voter pour le monde de demain. Et ça produit un effet, ça produit deux effets. Ça produit un effet de culpabilité, de prise de responsabilité des hommes et des femmes, de culpabilité souvent, parce qu'on est tous schizophrènes dans les choix qu'on fait. Donc c'est compliqué de réduire cette ambiguïté, on va devoir le faire, on n'est pas en train de le faire. Hein. La réalité, c'est qu'on sait que comme on s'engage, on vote pour le monde de demain. Mais on a tous des iPhones et on ne bosse pas tous dans des boîtes qui sont éthiques, vertueuses, magnifiques, alignées, etc. Et on va en parler. Le deuxième effet, c'est que ça provoque en fait une force de changement sur les organisations qui restent des objets économiques froids et qui évoluent parce que le monde des talents, dans un contexte de guerre des talents, le monde des clients, dans un contexte de guerre pour les clients, est en train d'évoluer. Donc on doit s'adapter. Est-ce que c'est grave que ces objets organisationnels et économiques froids, parce qu'ils voient les règles du jeu rebattues, parlent beaucoup de raison d'être, d'engagement, de RSE, d'éthique même. Pierre Réverdy, le poète français, donnait cette définition de l'éthique, l'esthétique du dedans. Est-ce que c'est grave si on parle plus qu'on agit ? Je ne crois pas. Je pense que c'est déjà super d'être dans une période où ne pas parler est déjà un petit peu coupable. Parce que finalement, ça ouvre des brèches et ça rend obligatoire le sujet. Donc oui, l'époque est vocale. Elle est plus à l'incantation qu'à la preuve et à la transformation, pour être honnête. Je pense qu'on va détailler ce point. Mais néanmoins, ça me fait penser au sujet des femmes. Il y a quelques années, moi j'avais créé Woman Up, une association, et il était encore possible qu'un patron d'entreprise dise devant tout le monde, je ne suis pas tout à fait convaincue du talent au féminin. Donc, j'ai pas de femmes au premier niveau, parce que franchement, dans l'absolu, les femmes, entre leurs gosses, tout ça, les arrêts maternité, puis le fait qu'elles soient femmes en réalité, elles sont quand même à la fin du bal moins bonnes que les hommes. Aujourd'hui, c'est plus possible. Voilà. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. On peut le penser, on n'a plus le droit de le dire. Et comme on n'a plus le droit de le dire, ça change fondamentalement les comportements. Les mots ont un sens, en fait. Et le fait aujourd'hui d'être un dirigeant et d'être obligé, quand on prend la parole, qu'on soit aligné ou pas, de parler de ces sujets. Parce que la question va venir. Est-ce que vous êtes engagé ? Est-ce que c'est bullshit ? Est-ce que vous avez des preuves ? Déjà ça, c'est une avancée majeure. Parce que dans les années à venir, on va devoir nécessairement, sous la force conjointe des talents et des clients, passer de l'incantation à la transformation. Et donc aux preuves.
On a un petit souci de lumière. On va peut-être éventuellement continuer dans le noir. Si d'ici 3 secondes, ça ne se rallume pas, on va faire avec. Ça va être très bien comme ça. Rafi, est-ce que vous aussi, vous pensez justement que le fait d'en parler à outrance, ça fait avancer les choses ou non? Je pense qu'il y aura un phénomène d'usure à force. C'est qu'aujourd'hui, on est dans le cœur du sujet. C'est vraiment le sujet du moment. Le problème, c'est que quand on regarde un écran publicitaire, il y a 10 spots qui vantent toutes les vertus des entreprises. Et donc, à force, le message va s'user et ne va plus porter. On va passer à autre chose. Donc, je pense qu'il y a malgré tout... tant que les messages ne sont pas pertinents et qu'ils ne sont pas creux, ça a un sens. Mais pour le moment, actuellement, c'est un peu abusif malgré tout. Adrien? Oui, moi je crois que c'est une bonne nouvelle qu'il y ait cette profusion de communication, comme l'a dit Emmanuel, comme l'ont dit Rafik, parce que ça va obliger à un moment à aller chercher la sincérité du discours. Et donc même la sincérité des modèles que l'on promeut. Moi, je suis très content qu'on parle d'entreprise à impact, mais on peut être une entreprise à impact qui, par exemple, va planter des arbres au fur et à mesure de son activité et en même temps continuer à polluer. Donc on voit bien que la question de l'impact, elle ne permet pas forcément d'avoir cette sincérité. L'autre élément de sincérité important, c'est la durée de l'engagement des entreprises dans le temps. On voit bien qu'il y a des cycles. En 2007, l'élection présidentielle, tout le monde allait faire la queue devant Nicolas Hulot et son pacte écologique, candidat comme entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé 2 ans après, quand il y a eu la crise financière? Eh bien, on est passé à autre chose. Et je reprendrai le terme d'esthétique du dedans. La sincérité, ce n'est pas tellement l'impact qu'on cherche à avoir, c'est la façon dont l'entreprise fonctionne. Ce n'est pas tant, moi, le rôle de l'entreprise dans la société qui m'intéresse, c'est comment la société rentre dans l'entreprise. Moi, j'ai la chance d'être directeur général d'une mutuelle. Les mutuelles, c'est une forme d'entreprise particulière. C'est une forme d'entreprise qui n'est pas gouvernée par des actionnaires financiers, mais qui est gouvernée par ses parties prenantes, en particulier par ses clients sociétaires. Moi, quand je présente un projet au conseil d'administration de la Massif, j'ai en face de moi des gens qui sont issus de la société civile, qui viennent du mouvement syndical, associatif, professionnel. Et la première question qu'ils me posent, ça n'est pas ton projet, combien ça va rapporter, mais à quoi ça va servir pour les gens que l'on sert. Évidemment les sociétaires, évidemment les salariés, etc. Ça ne garantit pas tout, ça n'exonère pas de la preuve, mais ça crée des cordes de rappel extrêmement importantes. Et surtout, je sais que si demain le cycle économique change, que si voilà, les conditions économiques du métier d'assurance deviennent plus difficiles, je sais que j'aurai des donneurs d'ordre constants en interne et qui seront le reflet des parties prenantes. Je pense que l'ère aujourd'hui, elle est à ça, et que cette phase de communication, elle va aboutir sur une réinterrogation plus large du modèle d'entreprise et en fait qui donne les objectifs de l'entreprise. Est-ce que justement avec tout ce mouvement axé autour de l'RSE, est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui de faire semblant, quand on est une entreprise, de faire croire qu'on est un responsable alors que pas du tout? Rafi? Enfin, je pense que les entreprises mesurent aujourd'hui le risque qu'il y a à faire juste semblant et à être surtout pris dans la main dans le sac à bullshiter simplement. Je veux dire, on a beaucoup plus à perdre à être pris à bullshiter qu'à faire réellement les choses. Après, est-ce que ce que vous faites a réellement une portée, a réellement un impact significatif? C'est moins sûr, mais en même temps, on sait qu'on ne peut pas tout changer en même temps. Donc ce qui est bon, c'est que les entreprises prennent conscience et commencent à faire des choses un pas après l'autre. Je pense que le sujet de la gouvernance et du temps long sont 2 sujets qui ont été évoqués, mais qui sont fondamentaux et qu'il faut associer à cette histoire d'impact. Parce que une fois qu'on a dépassé le temps de la communication et qu'on va rentrer dans le temps des preuves, on va être confronté à une problématique majeure, de laquelle est extraite finalement la Massif de par son modèle et son secteur d'activité. C'est qu'on est dans un monde capitalistique où vous avez les intérêts de l'actionnaire qui sont divergents des intérêts stratégiques de l'entreprise, qui sont divergents des intérêts des clients, qui sont divergents des intérêts des talents. Et à la fin, en fait, probablement que la discussion qui ne sera pas du tout philosophique, mais qui sera très économique, ça sera celle du choix de modèle de société dans lequel on va aller, du modèle économique qui va venir percuter
le modèle de l'entreprise. Mais il ne faut pas oublier que l'entreprise, elle s'inscrit quand même dans un certain nombre de corpus de règles du jeu où, à l'heure actuelle, il faut quand même répondre aux intérêts actionnariaux, quels qu'ils soient. Donc la gouvernance, elle est vitale parce qu'elle permet d'aligner, de faire converger les intérêts, de faire rentrer dans les systèmes de prise de décision et dans les systèmes de répartition du pouvoir les intérêts de la société, les intérêts du futur, l'utilité auprès des clients. L'utilité, c'est un concept qui est fondamental, dont on ne parle pas quand on parle de RSE, on parle d'engagement, mais rien que se poser la question de qu'est-ce qui est véritablement utile à l'heure actuelle et révolutionnaire en termes de transformation, ça incombe pour le monde de l'entreprise. Et de cette gouvernance qui permet de faire rentrer en effet la société dans les murs de l'entreprise, mais en réalité de faire rentrer le futur, dépend un autre sujet qui est la notion du temps long, parce que moi je serais moins positive que Rafi sur le fait que non, aujourd'hui on a moins d'intérêt en fait à bullshiter qu'à faire bouger des lignes. Je pense que malheureusement en fait il y a énormément de bullshit sur ces sujets et qu'on est tributaire dans l'entreprise comme dans la société des phénomènes de mode. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote qui m'a fait frémir, qui date de la semaine dernière, où je m'interrogeais complètement naïvement sur le fait que c'était quand même trop bizarre de parler autant de ce sujet depuis 1 an et de voir aussi peu de transformations effectives à l'intérieur des organisations, ce qui est notre cœur de métier. De voir des transformations où on aligne le modèle social de l'entreprise, la manière dont il fonctionne, avec ce qu'on projette dehors, où on aligne le système de création de valeur, donc toute la chaîne de valeur, avec ce qu'on projette dehors. Et le dirigeant d'une très grosse boîte française m'a gentiment expliqué qu'en fait, les sujets de transformation et d'alignement n'étaient pas à la mode. Et qu'aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est tous les sujets qui tournent autour de l'écologie, et que donc c'est ça qui est poussé, c'est ce sur quoi il faut communiquer, jusqu'à ce qu'on rentre, fast fashion RSE, dans un nouveau cycle où il faudra parler d'autre chose. Donc je pense qu'il y a quand même des vents contraires qui sont extrêmement puissants et qu'il faut être pragmatique sur ces sujets. On est dans un monde capitalistique et la seule solution pour que tout ce qu'on est en train de se dire soit véritablement suivi des faits, c'est de penser le modèle capitalistique ou un nouveau modèle sur des temporalités longues. On doit s'extraire de cette fast fashion dans laquelle on est. Adrien ? Oui, pour rebondir là-dessus, et forcément en prenant l'exemple de la Massif, le modèle d'entreprise responsable de demain, quelle que soit sa forme, capitalistique, mutualiste, et je pense que ça a des forces, c'est un modèle d'alignement des parties prenantes. Alors, dit comme ça a l'air très théorique, mais en fait, ça oblige à faire des choix très concrets. La Massif, notre vocation, c'est d'apporter des protections collectives aux des individus, des familles qui peuvent en avoir besoin dans des moments très sensibles de leur vie. Et surtout, de mettre le moins possible la recherche de profit en jeu là-dedans. Évidemment, il faut gagner de l'argent pour investir, etc. Donc ça oblige à faire des choix très concrets. Comment faire en sorte qu'un salarié qui conseille un sociétaire qui vient ne soit pas pris dans une contradiction commerciale ? Les salariés de la Massif n'ont pas de commissionnement, ils ne sont pas incités à vendre un contrat plus qu'un autre parce que telle marge, etc. etc. Également sur nos choix de tarifs, des choses très concrètes. On ne fait pas des choix d'évolution tarifaire parce que, vous comprenez, il faut aller chercher tel niveau de rentabilité. On fait des choix de gel, par exemple, tarifaire des années où là où d'autres entreprises augmentent beaucoup les choses. Donc, derrière l'alignement des intérêts, en fait, il y a des arbitrages économiques très concrets. Alors, probablement qu'aujourd'hui, le défaut qu'ont beaucoup d'entreprises qui ont des pratiques responsables pérennes sur ce sujet, c'est qu'elles ne le revendiquent pas assez, parce que c'est vrai que ça revient un moment à avoir dans la bouche des mots qu'on pourrait imaginer dans les mouvements altermondialistes d'il y a 20 ans. C'est l'idée que l'entreprise capitalistique, elle porte un conflit d'intérêts entre les parties prenantes, et que ce n'est pas facile à résoudre, mais qu'il y a des modèles d'entreprise qui existent déjà dans l'économie sociale, dans le monde mutualiste, et en particulier à la Massif, qui apportent des réponses de gouvernance par rapport à ça. Et du coup, ça veut dire que le fait de changer, c'est pas ouvert à tous finalement, parce que ça a quand même un certain coût de vouloir faire évoluer son entreprise. Ça demande, par exemple, de changer de fournisseur, de tout revoir en interne. Est-ce que finalement, toutes les entreprises vont pouvoir changer prochainement ? C'est typiquement la sincérité dont on parlait. Oui, ça a un coût.
Mais si on ne l'aborde pas, le coût, en fait, on le reverse sur la société. Pour ce qui concerne l'assurance, c'est des gens moins couverts ou plus chers ou qui renoncent à l'assurance et qui, du coup, demain, en cas d'accident, ne sont pas couverts ou n'ont pas des bonnes garanties. Sur la question écologique, ça revient à dire qu'on va socialiser finalement le coût de la transition écologique, là où les entreprises doivent prendre leur part. Donc je crois que c'est justement le cœur du sujet et que la question de l'entreprise responsable n'est pas une question technique, n'est pas une question de modalité, c'est essentiellement une question politique. C'est ce que j'exprimais tout à l'heure en disant comment on fait rentrer la société dans l'entreprise. C'est vrai que pour des modèles d'entreprise traditionnels, c'est compliqué. On voit se créer chez certains grands groupes des comités d'objecteurs. On l'a vu notamment chez quelques entreprises de la grande distribution. C'est extrêmement intéressant, mais au bout du bout, quelle est la capacité réelle de ces structures à peser sur les choix stratégiques? C'est là où un modèle mutualiste, un modèle coopératif, des modèles associatifs ont de l'intérêt, ou alors des modèles capitalistiques qui jouent plus sur le temps long. Ça peut être le cas, par exemple, des groupes d'actionnariat familiaux. C'est vrai. Rafi ? Mais je pense que malgré tout, toutes les entreprises, progressivement, critère par critère, vont essayer d'évoluer. Il y a parfois même des entreprises qui finissent par être vertueuses à force de ne plus l'être. Il y a un cas qu'on aime beaucoup, c'est Ryanair. Qu'on adore parce que c'est quand même largement l'entreprise la plus ignoble qu'on ait dans notre palmarès. Parce qu'il faut savoir que les salariés de Ryanair n'ont pas le droit de recharger leur téléphone dans les locaux de l'entreprise parce qu'ils seraient en train de voler l'électricité de l'entreprise, ou que les hôtesses de l'air sur Ryanair n'ont pas le droit de boire de l'eau sauf à acheter la bouteille au prix du client. Il n'en reste pas moins que Ryanair est l'entreprise la moins polluante, d'accord, dans une industrie qui globalement est extrêmement polluante, mais en tant que compagnie aérienne, Ryanair pollue le moins possible parce que, et c'est pas du tout par sincérité ni par vertu, c'est parce qu'ils ont les moteurs de la dernière génération qui consomment le moins, parce que leurs pilotes sont incentivés pour prendre les routes les plus courtes, qu'ils roulent avec un seul moteur quand ils sont sur la piste, etc. Donc parfois, pour les mauvaises raisons, vous finissez par être vertueux. Donc c'est ce qui prouve un peu que c'est quand même le modèle capitaliste qui gagne. S'il y a matière à gagner de l'argent, les choses finiront par se faire. Alors, il y a une question très intéressante justement posée par le public pour rebondir là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez d'un label RSE privé et strict comme Bicorp ? Compliqué. Ouais, compliqué. Je pense qu'on n'a pas suffisamment de recul aujourd'hui pour pouvoir tirer des enseignements. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Est-ce que c'est utilisé à bon escient ou pas? Moi, j'ai la chance d'être au bord d'une très grande entreprise française, familiale, actionnariale, enfin avec un actionnariat patrimonial, donc avec cet alignement des intérêts dont je parlais. Et je trouve que le processus dans lequel ils sont est très intéressant, donc je le partage, parce que ça va répondre indirectement à la question. En fait, c'est une boîte, ils sont 115 000, ils font des dizaines de milliards d'euros de CA, ils sont présents partout dans le monde et c'est un des leaders mondiaux du bricolage. Et évidemment, ils n'ont pas échappé à ces turbulences et ces phénomènes dont on est en train de parler, qui sont d'ailleurs au cœur de l'intention entrepreneuriale depuis 40 ans. Et ils se sont posé la question de la labellisation, ils se sont posé la question de la mesure de l'impact, ils se sont posé la question de la communication, et ils ont choisi une autre voie que je trouve assez intéressante, celle de dire qu'en réalité, on va cumuler les preuves, auditer la chaîne de valeur, se faire une intime conviction sur un certain nombre de sujets et voir seulement à la fin du processus si on est en capacité ou pas de faire la différence. Faire la différence non pas en termes de communication, mais face à leur premier concurrent qui est Amazon, en termes de proposition de valeur finale, d'utilité aux clients, et d'une telle sincérité et authenticité dans l'approche que les 115 000 collaborateurs au niveau mondial seront tellement devenus ambassadeurs de ce qu'ils sont, qu'alors il n'y aura plus à faire la guerre. Parce que finalement, quand vous avez 115 000 personnes qui sont ambassadrices de votre éthique, quand même, ça fait la différence.
Et ça, je trouve que c'est une approche qui est intéressante, dont on parle très peu. Alors c'est ça qui est un petit peu paradoxal dans le contexte actuel, c'est que finalement, ceux qui sont les plus en avant sur ces sujets, on les entend pas du tout, ils communiquent pas, parce qu'ils sont un peu comme des fourmis à cumuler les audits, les preuves, les avancées, à renoncer. Ça, c'est une notion qu'on n'a pas évoquée, mais qui est super importante, hein, qui dit engagement, dit renoncement. En effet. Donc à renoncer petit à petit, parce qu'on ne peut pas renoncer à tout, parce qu'on reste dans un jeu économique ouvert, où il faut quand même être profitable et être meilleur que l'autre à la fin du bal. Et là, on n'est pas dans une logique de labellisation. Donc, je pense qu'il ne faut pas opposer, parce que ça serait trop simple de dire quand on a un label, c'est qu'on est bullshit. Ou, voilà. C'est binaire comme vision des enjeux, alors qu'on est précisément dans un monde complexe. Et que précisément, je pense que ce qui nous anime tous les trois, c'est le fait que cette mise en mouvement, elle soit suivie des faits. Peu importe les moyens, pourvu qu'il y ait de l'impact et qu'il y ait de la mise en mouvement. Mais néanmoins, voilà, moi je trouve que c'est intéressant cette démarche plus low profile, où on va aller toucher à la gouvernance, on va aller toucher au temps long, on va aller toucher au système de création de valeur, on va renoncer, on va miser sur la responsabilité individuelle des collaborateurs et des clients pour faire la différence 10, 15, 20, 30 ans après. Oui, je peux illustrer tout à fait le propos d'Emmanuel avec la Massif, où on n'est pas aujourd'hui engagé dans une démarche de labellisation, ni de société à mission, etc. Parce que finalement, cette réflexion sur notre responsabilité, elle nous a amené à nous interroger sur notre métier et la façon dont on voulait simplement le pratiquer. C'est ce que tu as appelé la revisite de la chaîne de valeur. Facialement, on est un assureur, voilà, mutualiste. Donc bon, on indemnise des bris de glace, des rétroviseurs cassés, le remboursement d'un médicament, etc. Mais en réalité, et ça c'est notre construction depuis 60 ans, notre métier va bien au-delà. Il y a ce qui se passe avant que le sinistre survienne. Et il y a tout un travail de prévention à faire. Et il y a tout ce qui se passe après. Les personnes qui ont connu un moment difficile, il faut les aider à se relever. Et finalement, cette prise de conscience que notre métier n'est pas que l'assurance, mais il est cet accompagnement complet, ça nous amène sur des choses très concrètes. On a une politique de prévention à la Massif, qui est très forte, qui est très orientée sur des publics ciblés et fragiles. Je peux prendre l'exemple d'un partenariat qu'on a avec la FAGE sur l'ensemble des domaines de la prévention. Et troisièmement, qui est territorial. Dans la notion de la preuve, d'ailleurs, la notion de la territorialité elle est très importante. C'est-à-dire que la Massif, c'est 2000 actions sur le terrain de prévention, d'action sociale, qui visent à améliorer la prise de conscience par les personnes de ce que sont leurs situations de vie. Et dans le fait de se relever, on fait des choix très forts, mais ce n'est pas des choix d'aujourd'hui, c'est des choix qu'on a fait il y a 30 ou 40 ans. Je vais vous donner un exemple qui est un exemple où nous renonçons à du résultat pour aligner les parties prenantes. Il se trouve que souvent, quand quelqu'un tombe au chômage, eh bien, des grands risques, c'est qu'il décide de plus s'assurer parce que ça coûte trop cher. Et on sait que derrière, c'est un problème de mobilité et que c'est un problème d'emploi. Bien, à la Massif, depuis 30 ans, on a mis en place quelque chose qui est unique. On appelle ça une prestation solidarité chômage. C'est-à-dire qu'on est prêt à prendre en charge, pendant une durée bien déterminée, près de 99% de la cotisation d'assurance. Pas juste pour faire du social, mais parce que ça a du sens pour que la personne garde sa mobilité et qu'elle rentre dans l'emploi. On relie l'assurance, finalement, à tout un écosystème de besoins qui est le nôtre. Donc réinterroger ces missions, c'est beaucoup plus fort et puissant qu'un label. On peut couronner le tout par un label, pourquoi pas, mais c'est bien dans cet ordre-là, pas dans l'autre. Rafi ? Alors nous, chez Moral Score, on se place du côté du consommateur. On a une approche pragmatique. Alors ce que fait Bicorp est très très bien. Le problème de Bicorp, c'est que c'est une démarche volontariste de la part de certaines entreprises qui généralement qui font des efforts. Mais si on se place du point de vue du consommateur, le problème c'est je veux commander une pizza. Quelle est la pizza la plus vertueuse que je peux commander ce soir ? Et je ne peux pas aller sur Bicorp voir si d'aventure il y a un fabricant livreur de pizza qui est vertueux. Donc le travail que nous on fait, c'est regarder tous les gens qui font des pizzas ou des voitures ou des supermarchés ou des banques, etc. Et on les classe, qu'elles soient d'accord ou pas d'accord. Donc la labellisation c'est bien, mais malgré tout du point de vue du consommateur, il faut pouvoir dire voilà le meilleur choix ou parfois le moins pire que vous pouvez faire. Et la deuxième chose, c'est qu'on pense que ce qui peut tirer les entreprises les unes par rapport aux autres, c'est la concurrence entre elles. Enfin, l'exemple qu'on aime bien, c'est que si vous êtes place de la République, ou en face de vous, sur le même trottoir, il y a côte à côte KFC
McDonald's et Burger King. Lequel des trois vous allez choisir? La réponse est Burger King. Qui n'est pas très vertueux, mais c'est le moins pire. Mais ce qui est susceptible de tirer KFC et McDonald's vers le haut, c'est que vous ayez chez Burger King. Et que c'est cette concurrence entre marques qui est capable de transformer les choses. Et on ne peut pas juste compter sur les entreprises. Je pense que les consommateurs sont le moteur le plus important. C'est que si vous perdez vos clients, vous pouvez avoir tous les intérêts que vous voulez. À un moment donné, vos actionnaires vont vous pousser à écouter vos clients. Alors justement, j'ai vu une récente étude qui montrait que 97% des consommateurs étaient prêts à boycotter des entreprises non responsables. Pourtant, on le voit, ces mêmes personnes vont continuer à commander leurs colis, à commander des choses sur un certain site de vente en ligne, vont utiliser la même compagnie de VTC pour voyager, vont passer par la même entreprise américaine, je vais taire les noms à chaque fois, mais pour commander à manger. Finalement, on a l'impression que les personnes se sentent concernées, elles se renseignent, elles ont envie d'aller dans le bon sens, mais finalement, il y a un côté très schizophrénique de finalement aller consommer au pire. Comment on explique ça ? Mais je pense qu'il ne faut pas exclure, ce n'est pas parce que les gens ont une aspiration à être éthique que ça efface les autres aspirations, de la même manière que la plupart des fumeurs ont un paquet de clopes sur lequel il y a marqué « fumez-tu ». Donc s'ils n'arrêtent pas de fumer, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas que c'est dangereux. Et donc on a été accoutumé à un certain nombre de trucs surtout à la commodité. Je veux dire, la commodité est aujourd'hui l'opium du consommateur. Et avoir une voiture qui se présente en 3 minutes en bas de chez vous, dans certaines circonstances, vous pouvez avoir pris toutes les bonnes résolutions du monde, vous allez le faire. Donc, il faut prendre ces questions d'éthique, non pas avec des grandes incantations, etc. On a affaire à des vrais gens, avec leurs vraies faiblesses, et il faut le traiter de la même manière qu'on traite l'obésité, les régimes, le sevrage tabagique. C'est la même chose. On a ces mêmes accoutumances à tout un tas de produits et de services, et ça ne va pas changer du jour au lendemain. C'est un peu naïf de le faire. Et du coup, proposer des comparatifs, ou l'exemple que je donnais tout à l'heure, c'est plus facile de passer de McDonald's à Burger King que de passer de McDonald's à BioBurger, même si BioBurger est très très bien. Sauf que il y a une frange de la population qui va faire cet effort, et bravo de le faire, mais si on veut faire quelque chose qui n'est pas simplement symbolique, mais qui est vraiment mainstream, il faut proposer des choix qui sont réalistes, avec une politique de petits pas pour le consommateur. Emmanuel ? L'homo economicus maximise son plaisir. Je veux dire, c'est comme ça qu'on est façonné, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et en effet, je pense qu'il faut être très pragmatique sur ces sujets et partir de ce qu'on est, c'est-à-dire juste des hommes avec un petit H. Je pense que ce qui est compliqué, alors là, à l'échelle générationnelle, c'est qu'on est, vous et moi, en fait, la génération de transition. C'est-à-dire qu'on est une génération où on sait, où la notion de renoncement, elle commence à faire son chemin. Et entre les deux, c'est-à-dire entre la prise de conscience et le renoncement, donc perdre quelque chose, il y a la responsabilité individuelle. Et donc, peut-être que la prochaine étape, qui n'est pas l'étape des organisations, mais qui est l'étape des individus, puisque la première force de changement des entreprises et de la société, c'est nous, même si c'est difficile à entendre. Ça, c'est ce qui est le plus compliqué à entendre pour les hommes et les femmes, c'est qu'en fait, le système capitalistique ne va pas se réinventer tout seul. Les systèmes politiques ne vont pas se réinventer parce qu'à un moment donné, on va avoir un Charlemagne qui aura la science infuse. Les forces du changement, dans un monde comme le nôtre, ce sont les hommes et les femmes à l'échelle individuelle. Et donc cette histoire de responsabilité, se dire que dans notre époque, plus que jamais, on est responsable et collectivement, on pourra passer à l'échelle l'impact ou pas, c'est extraordinaire et en même temps extraordinairement flippant. Parce que quelle sera la vitesse de passage à l'action à l'échelle individuelle? Est-ce qu'on va réussir à transformer l'essai dans les délais impartis? Est-ce qu'on va mettre 50, 100, 150 ans pour qu'on puisse passer à l'échelle et il sera probablement trop tard? Et ça, finalement, on le sait.
Donc là, aujourd'hui, je trouve que c'est un momentum dans l'histoire de l'humanité qui est fantastique parce que pour la première fois au niveau individuel, on est face à notre responsabilité. Et on ne peut pas se cacher derrière notre petit doigt en disant oui, mais c'est la masse, oui, mais c'est l'homme politique, oui, mais c'est l'entreprise. Non, en fait, c'est nous. Donc, comment, petit homme que nous sommes, sommes-nous en capacité, dans quel délai, de réduire cette ambiguïté, de réduire cette schizophrénie et donc de passer à l'échelle le changement? Personne n'a la réponse à cette question. Personne n'a la réponse à cette question. Adrien? Oui, je ne sais pas s'il faut parler de schizophrénie. Je crois surtout que les personnes sont confrontées à une situation extraordinairement complexe. Quelque part, à un moment, on est tout seul face au changement climatique, face aux difficultés sociales, aux inégalités territoriales. On n'a pas tout seul la réponse. Et puis à un instant T, soi-même dans sa vie, eh ben, on peut avoir des pressions économiques, on peut être en train de chercher un emploi, etc. Donc je crois plutôt que l'idée que chacun doit s'emparer d'une partie du problème, est une partie de la solution est extrêmement important. Donc moi, là-dessus, je pense que les approches moralisatrices sont pas du tout celles qu'il faut pouvoir retenir. Et en revanche, il peut y avoir une revendication politique qui peut être portée par chacun, qui est la revendication à plus de transparence. Puisque moi, je crois fondamentalement que depuis quelques années, c'est le fait de savoir, d'avoir cette prise de conscience qui augmente largement les choses. La question que vous posez en fait sur les consommateurs, on pourrait presque aussi se la poser sur les talents, pour reprendre le terme d'Emmanuel. Tout le monde dans les nouvelles générations veut travailler dans les entreprises sympas ou responsables. Et en réalité, on n'observe pas les mêmes choses. Mais parce qu'au moment où il faut choisir son emploi, on va là aussi où on en trouve d'une certaine façon. Et pour relativiser un petit peu les choses par rapport à ça, il ne faut pas forcément blâmer la génération qui arrive au moment où elle arrive, mais voir quel va être son parcours dans le temps. Voilà, moi, si je peux témoigner pour mon cas personnel, je dois être le seul de ma génération de copains à l'école à travailler dans une entreprise d'économie sociale. Je vois 10 ans après, 10 années qui ont été marquées par des crises financières, la défiance de l'institution, etc. On est beaucoup plus nombreux. Et quand je vois les nouvelles générations qui arrivent, ce désir-là, il est de plus en plus fort. Simplement, il faut aussi permettre aux nouvelles générations de s'installer dans la vie, de comprendre les problèmes. Et puis, comme on est sur des sujets individuels, de comprendre aussi dans ses tripes la part de réponse qu'on veut apporter au monde. Alors on est un petit peu pris par le temps, il va nous rester une petite minute pour intervenir. Est-ce qu'on peut finir peut-être sur une question un peu peut-être utopique? Est-ce que l'entreprise idéale, parfaite, existe-t-elle et est-ce qu'elle existera un jour? Rafi? Moi, je pense que non, parce que enfin, nous, on juge les entreprises sur la base de entre 70 et 80 critères en moyenne par secteur. Donc, être éthique, c'est un peu un Rubik's Cube. Parfois, quand on arrange quelque chose, on dérange autre chose, etc. Donc, il faut savoir ce sur quoi on va mettre le focus. Et puis, il y a des nouveaux sujets qui apparaissent sans cesse selon les secteurs. La body diversity n'était pas un sujet dans la mode il y a 3 ans. C'était le sujet chaud de cette année. MeToo, c'est apparu il y a 3 ans. Enfin, il y a des grands classiques aujourd'hui comme l'environnement, mais il y a des tas de sujets qui apparaissent. Et puis, il y a les grands sujets éthiques qui vont se poser avec l'apparition de l'intelligence artificielle, de la robotisation. Donc, il va y avoir des nouveaux sujets. Donc, il est illusoire de penser qu'à un moment donné, on va arriver à une fin de l'histoire de l'éthique. Adrien? Non, l'entreprise parfaite, elle n'existe pas. Par contre, je suis convaincu d'une chose, c'est que l'entreprise responsable, elle est forcément apprenante. Et elle a forcément une capacité, on parlait tout à l'heure de l'alignement des parties prenantes, à faire dialoguer entre elles tout ce qui compose son écosystème, ses clients sociétaires, ses salariés, la société. Et cette dimension-là, elle est très forte. En fait, ça oblige à faire de l'entreprise un lieu de discussion politique. Et c'est probablement, là encore, un modèle important pour demain. Parfait, non, parce que ça n'existe pas. Par contre, une entreprise où l'on débat et où l'on dialogue, oui. Emmanuel? Dans ta question, il y a la notion d'idéal qui est super intéressante. Je pense qu'il faut savoir viser la Lune pour tomber dans les étoiles. Donc l'idéal, ouais, c'est un cap à suivre. C'est pas une destination où on s'arrête. Donc voilà, il y a tout lieu d'être optimiste et positif par rapport à l'époque qui est la nôtre. Parce qu'au pire, à force de viser Mars, en fait, on va tomber sur la Lune et on aura déjà fait des pas de géant.
On va finir sur ces belles paroles. Merci à tous les trois pour cet échange très constructif. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans moins de 10 minutes pour une table ronde sur la santé connectée. Merci.